Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Salut tout le monde, bienvenue à motoneige.tv. Mon nom est Ben Milo. Et cette semaine, notre équipe s'en va rencontrer Précision EFI qui va modifier le moteur d'une motoneige qui va servir à l'expédition des Premières Nations. On se dirige dans les Monts-Valin pour voir comment se déroule une opération Impact avec la SQ. Mais pour l'instant, on se rend chez GV Loisirs dans les Monts-Valin pour aller faire la motoneige hors piste. Ben, c'est, le point de rencontre. C'est un peu l'inscription pour rentrer dans la ZEC. Donc, on doit donner notre numéro de plaque, combien de personnes on est, aussi côté sécurité. Puis, ça s'est quand même bien passé. On est arrivé juste avant la file de monde. Vous voyez les gens qui sont en arrière présentement. Donc, on est arrivé juste avant les gens. Donc, j'ai comme l'impression que ça va être un endroit très, très populaire ce week-end pour les motoneigistes. Oh, Jérémy! Hey, salut, ça va bien? Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Yes, merci de nous recevoir. Ça fait vraiment plaisir. Bien content. Toi aussi, une belle journée en plus, il fait beau soleil. Au paradis de la motoneige. Paradis de la motoneige, exactement. Jérémy, parle-nous de ta business, GV Loisirs. Parle-nous de ta flotte de machines que tu as. On a à peu près entre 35 et 40 véhicules. On a du BRP, du Polaris. On a des motoneiges en sentier dans le 850, dans le 900 Ace. On a à peu près tous les modèles pas possibles, des turbos, non turbos. Puis cette année, on risque d'avoir une flotte de Whiteskip aussi, là, les motoneiges comme debout. Hein? Oui. Ouais, fait que ça, c'est vraiment hot. Ouais. Ça va être une nouveauté. Vous allez être un des premiers Un des premiers centres de location, exactement. Normalement, quand il y a une première expérience, s'ils n'ont pas quelqu'un qui connaît le territoire, quelqu'un qui a un chalet proche, sont capables de démontrer qu'ils ont une connaissance du territoire, on laisse pas le client partir avec une motoneige en location. Faut quand même se protéger dans tout ça aussi. C'est un sport qui est dangereux. Nous, on est capable d'encadrer. Même les professionnels peuvent se perdre. Fait que, ou arriver à un avarie, puis se dire qu'ils sortent plus tard le soir. Fait que oui, t'arrives à l'occasion qu'on va sortir des clients qui ont loué des motoneiges, mais majoritairement du temps, la majorité du temps, les débutants partent avec des guides. On le recommande généralement 2-3 jours, là, prendre vraiment de la confiance, s'habituer avec la machine, ça prend une couple d'heures avant de se sentir bien avec l'équipement en soi. Là. Mais oui, c'est une partie de notre clientèle 100%. Ça prend de la patience être guide, ça c'est sûr et certain. Mais en même temps, c'est comme un cuisinier qui fait de la nourriture, tu sais, même si son plat, il prend 4 heures à faire, ben lui, il aime ça, tu sais, il est dans son élément. Puis moi, en forêt, ben je me sens bien, fait que j'ai pas de difficulté à surmonter le délai, mettons, avec certains clients d'apprentissage un peu plus long. Est-ce que tes clients peuvent choisir leur modèle? Ouais, ben dans le fond, les réservations se font directement sur notre site Internet, puis tu as accès à tout notre inventaire de véhicules. Fait que tu choisis le véhicule selon tes besoins. Les descriptions sont là, sinon tu nous appelles, on te conseille selon ton type de ride, dans le fond, là. Mettons qu'on parle du hors-piste, on n'a pas besoin de faire 2 heures de sentier dans notre journée pour être dans un spot. C'est moins achalandé que certains secteurs aussi. Puis il y a énormément de lacs sur les Monts-Valin. Donc ça ouvre beaucoup le territoire, il y a beaucoup de criques, des choses comme ça. Puis on leur donne un excellent service, puis la clientèle revient. Fait que ça parle de soi. Puis notre clientèle qui vient l'hiver, généralement, vient nous encourager l'été aussi avec nos festivals. Fait que c'est comme une roue qui tourne vu qu'on est comme 4 saisons au niveau de la location. Ben, en fait, au niveau des expériences, on a ça de dire location parce que c'est plus que de la location. Là, on te prend en charge avant et après, puis on fait du custom aussi. Fait que quelqu'un qui arrive, qui a des besoins précis, on va construire ton itinéraire, on va construire ta journée selon tes besoins. Fait que c'est plus que juste de la location. C'est une expérience. Ouais. Alain, la
l'assurance responsabilité civile qui peut être achetée avec mon droit de l'accès de la FCMQ. Qu'est-ce que ça couvre exactement? Valérie, la responsabilité civile qui peut être achetée avec le droit d'accès au sentier de la FCMQ, ça vient couvrir la responsabilité civile pour 1 million de dollars. Donc ça vient couvrir les dommages corporels ou matériels que tu causes à autrui. Puis ça, c'est obligatoire par la loi. Là. Exactement. Tous les motoneigistes ont vraiment l'obligation par la loi d'avoir 1 million de responsabilité civile minimalement. Alain, on parle d'une assurance minimale de 1 million, mais on peut l'augmenter jusqu'à 2 millions. Exactement. Donc, pour le 2e million, les membres de la FCMQ ont accès vraiment à une tarification très avantageuse. Tous les détails sur la section assurance du site de la FCMQ. Merci, Alain. Merci. Bon, aujourd'hui, une belle journée. Une belle journée pour venir rencontrer Pascal de Précision EFI. Ça va me donner l'occasion de connaître aussi en même temps, ça va être quoi les changements que je peux porter à ma machine justement pour améliorer la performance du turbo par rapport à ce que je fais habituellement comme expédition en territoire. Hey, salut Christian. Salut Pascal. Tu es le fondateur des expéditions des Premières Nations. Donc, parle-moi un peu des genres d'expéditions que tu fais ou comment que tu débites ou que tu fabriques cette expédition-là. Cette expédition, comme cette deuxième édition-là, on a un peu changé la formule, mais c'est quand même 3250 km. C'est beaucoup de millage, c'est beaucoup de kilométrage. C'est sûr que ça va prendre des machines fiables parce qu'on ne connaît pas encore les conditions. Est-ce qu'on va avoir des températures plus douces? Est-ce qu'on va avoir des températures plus froides? Christian, parle-nous de ta machine. C'est, je pense, une 2022 Expédition. Exactement. C'est une 2022 à 150 forces, 900 turbo. J'aime beaucoup ça. Mais si je mets un turbo comme en fin de semaine que ce que j'ai vécu, il fallait que j'arrête quasiment à tous les 15-20 minutes pour faire refroidir le moteur. Okay. Le moteur surchauffait, ça nous a beaucoup, je pourrais dire, ça nous a fait un obstacle au niveau du temps. C'est souvent le problème d'origine, le downpipe, d'origine, il est trop restrictif. Puis ça amène une chaleur en dessous du hood après un bout de temps, puis c'est pas trop long. Merci, Kevin. Fait que ça, c'est la pièce Précision EFI qu'on remplace. On le dit souvent aux gens, même si vous voulez pas, vous n'avez pas en tête d'avoir plus de performance, c'est quand même la première pièce à installer parce que c'est pas seulement de la performance. Dans ce cas ici, c'est de la fiabilité. Dans plusieurs mots, c'est la façon qu'elle est fabriquée. Nous, on la garantit carrément à vie parce qu'on a vendu au-dessus de 2000 de ces pièces-là, puis on n'a jamais eu une qui a brisé. Donc, je vais te souhaiter une super expédition. Merci beaucoup, Pascal. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ma machine pour qu'elle soit plus performante? Ce qu'on va faire aujourd'hui sur ta machine, sur un 911 turbo, c'est qu'on va lui rajouter, 30 HP quand même supplémentaires. Par la suite, toi, tu avais un petit problème que tu nous as parlé, qui était au niveau du downpipe, la sortie du turbo, que ça surchauffait à cet endroit-là, qu'il y avait trop ce qu'on appelle un peu dans le jargon de ça, du back pressure dans l'exhaust d'origine. Fait que nous, on a créé un downpipe qui va améliorer le back pressure, justement, pour nous permettre d'aller repousser un petit peu plus d'HP encore. C'est ça qu'on change, hein? Exactement. Ouais. Là-dedans, il y a un petit beigne ici, là, puis vous voyez, là, il commence déjà à se défaire là, il est en train à l'intérieur de ça. Ouais. Lui, habituellement, aux 5000 km, là, il est à changer. La chose qui est importante, premièrement, à comprendre dans toutes nos pièces chez Précision EFI, c'est que c'est des pièces qui sont faites chez nous, ici, sous notre toit. Ici, on est vraiment dans notre dans le cœur de l'entreprise où on fabrique nos pièces. Fait qu'on a toutes nos machines numériques, ce qu'on appelle du CNC. Fait qu'on a un tour CNC. Puis ici, une CNC qui est 3 axes, mais qu'on a amené à 4 là, parce qu'on est des patenteux.
Ça, ici, c'est notre salle de dyno. Fait qu'on a ce qu'on appelle un engine dyno, fait qu'un dyno qui est directement au crâne du moteur. Fait que ça nous permet... grande partie du développement est faite sur ce dyno-là. Fait qu'on peut savoir combien d'HP qu'on fait, faire un test qui est beaucoup plus vigoureux en termes de durabilité sur la machine. Parce que là, ici, on peut loader, comme je donne un exemple. On va faire une accélération. Dans un sentier, tu vas mettre ça au fond, mais ça prend une fraction de seconde à monter au fond. Tandis que sur un dyno comme ça, on va le faire monter tranquillement tout le long de la plage. Fait comme ça nous permet de vraiment l'ajuster toutes les RPM. Fait qu'autant du 1000, 2000, 3000 RPM, on va l'ajuster toutes les cellules. Présentement, tu es en train d'enlever toutes les composantes esthétiques pour se rendre à la mécanique même, pour qu'on puisse aller installer notre downpipe upgrade et aussi notre kit de tubes en silicone avec l'ajout de la blow-off valve. Le but de la blow-off valve qu'on va t'installer, c'est que d'origine, quand, mettons, je donne un exemple, tu vas accélérer avec la machine, tu vas relâcher les gaz. Bien, lui, ton throttle body, il va refermer. Fait qu'il va y avoir une surpression qui va se créer dans la tuyauterie qui ne sait pas où aller. Le but de la blow-off valve, c'est justement qu'elle, quand cette surpression-là arrive, elle ouvre pour pouvoir relaisser sortir l'air à l'extérieur et pas faire travailler les bearings de ton turbo. Tu sais. À long terme, c'est mauvais. Est-ce que ça vient régulariser le turbo, d'éviter le surchauffement du turbo? Ça va surtout éviter une usure prématurée du turbo. C'est surtout ça que ça va aider. Hey, Kevin, merci beaucoup de ces informations-là. Avec grandement plaisir. Les wetch. Merci. Moi, je suis ici pour une opération provinciale, qui est une opération qui se nomme Influence. Fait que je suis ici pour faire de la prévention et intervenir dans le cas de conduite de capacité affaiblie. On est avec Carl aussi. Carl, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, grosse opération aujourd'hui. On parle de prévention pour l'alcool et la drogue. Oui. Peux-tu nous en dire un petit peu plus comment vous fonctionnez aujourd'hui? Bien, c'est dans le cadre des opérations Impact. C'est des opérations qui sont financées par le ministère des Transports, Mobilité durable, en collaboration, la Sûreté, avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Fait qu'on travaille aujourd'hui avec les agents de sentier, les policiers de la Sûreté. C'est une grosse opération d'envergure aujourd'hui. On a fait déplacer un poste de commandement mobile avec un éthylomètre sur place. On a des agents évaluateurs qui sont spécialisés dans la détection de drogue, d'alcool. Un motoneigiste a un véhicule à moteur. Donc, les policiers interceptent le véhicule en question, la motoneige, valident s'il y a présence d'alcool ou de drogue. C'est certain qu'au niveau de la motoneige, on recommande fortement aux gens de ne pas consommer du tout d'alcool, mais la limite légale, là, c'est la même chose qu'en auto, c'est le 0,08 mg par 100 ml de sang. Quand vous faites une opération comme ce soir, il y a combien d'agents impliqués là-dedans? Ça dépend toujours, mais je vous dirais que ce soir, on est à peu près une vingtaine d'agents. Ah oui. Donc, vous l'avez vu un petit peu plus tôt, là, on a beaucoup de motoneigistes, on a aussi des agents en véhicule, comme que je parlais, poste de commandement mobile aussi. C'est des opérations d'envergure. On a passé tout à l'heure dans les sentiers, puis on a vu justement des agents de sentier qui étaient là, qui étaient présents. Et j'étais surpris par le nombre d'agents qu'il y avait. Je me disais, wow, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est ça le but, parce que, tu sais, il y a 33 000 km de sentiers au Québec. C'est certain que si c'est juste la police qui travaille, on n'y arrivera pas. Il y a trop de territoire. C'est pour ça qu'on doit tous travailler ensemble pour arriver. L'objectif premier, c'est la sécurité des motoneigistes. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intercepter des motoneigistes. La soirée commence à tomber. On va rester jusqu'aux petites heures du matin. Puis on va vérifier l'état de conduite là, des conducteurs de motoneige. Tu parlais d'agents de sentier de la FCMQ qui sont là pour... C'est quoi leur rôle avec vous là, dans ces opérations-là exactement? Bien, les agents de sentier, ils ont pratiquement les mêmes pouvoirs que les policiers. Ils peuvent vous demander les documents, faire des vérifications. Ils peuvent même émettre des constats d'infraction quand ils constatent une infraction. Bien, en fait, ça prend un endroit sécuritaire, planche éclairée. Donc, derrière nous, on a un garage. On pourrait le faire dans le garage. Il suffit juste que ça soit sécuritaire puis qu'il n'y ait pas de désavantage pour le sujet au niveau de l'évaluation. Et j'imagine aussi, dans tous les accidents qui arrivent dans les sentiers, il y a une bonne partie là-dedans qui est causée par l'alcool et la drogue? Oui, bien, selon nos statistiques qu'on a, c'est des statistiques là, au niveau du Canada. Pratiquement une collision sur deux, il y a de l'alcool d'impliqué pour les collisions mortelles. Il faut comprendre que l'année passée, en motoneige, là, il y a eu 27 décès. C'est pour ça qu'on est là d'un sentier. Le jour où il n'y en aura plus, bien, peut-être qu'on sera moins là, mais il y a vraiment un travail à faire. Et de plus en plus aussi la drogue. C'est pour ça que ce soir, là, on fait venir des agents évaluateurs en reconnaissance de drogue
drogue. Eux sont spécialisés pour détecter la drogue, sont capables de dire à la personne qu'est-ce qu'elle a consommé. Souvent, ces évaluations-là, ça se termine avec un test pipi, puis ça vient confirmer là, ce qu'ils ont dit comme résultat là, de la drogue qui était décelée. Le sujet fournit un échantillon d'haleine, puis par la suite, l'appareil l'analyse pour nous donner un résultat. À ce moment-là, si le résultat est positif, on procède à l'arrestation du sujet en termes de capacité affaiblie par l'alcool. Au-delà de ça, je pense qu'il y a un gros travail pour conscientiser finalement les motoneigistes. T'sais, on est habitué un peu, on arrête dans un relais ou un truc comme ça, puis on dirait on est plus relax un petit peu, on est dans le bois, on prend une petite bière. Mais votre présence comme ça nous fait réaliser qu'il y a des règles quand même à suivre. Là. Oui, ce qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est qu'ils fassent leur journée de motoneige. Puis une fois que la journée est finie, bien là, qu'on arrête, puis que les gens se rendent à leur établissement où ils vont coucher, puis là, il n'y a pas de problème. Contrairement à la croyance populaire, la grande majorité sont contents de nous voir en sentier, puis ils nous racontent toujours, l'autre fois, je me suis fait dépasser par un malade, il collait pas sa droite, puis le monde nous raconte les événements qu'ils ont vécus. Ils sont contents qu'on soit là, la majorité. C'est certain qu'on a une petite clientèle, je vous dirais, plus qu'on avance dans la soirée, des fois, le monde sont un peu moins contents de nous voir. Mais majoritairement, là, les gens sont contents de nous voir en sentier. Bon, Carl, un gros merci. Continue votre travail. Très apprécié. Saison, Hugo et Jean-François ont entrepris une mission presque impossible. Une compétition amicale, celle de restaurer 2 motoneiges antiques de A à Z, soit un Blizzard 1980 et le fameux MXZ 1995. Les gars ont pas chômé. C'est vraiment des chirurgiens. Des tripeux comme on a rarement l'occasion d'en rencontrer. Les gars ont même eu la chance de compter sur l'aide de partout au Québec. On fait une lecture de sa vie au camp, à la cabine. Je ne donnerai jamais qu'est-ce que je viens de trouver là. C'était bon. Merci. Ce projet de restauration-là est vraiment ambitieux. Tellement que même le musée Germain-Bombardier a dépêché une équipe pour venir enquêter. Premièrement, messieurs, comment c'est parti votre passion pour les motoneiges? Je veux vraiment... C'est à la toute fin de leur visite qu'on a su ce qu'ils cherchaient. Propose aux gars une nouvelle mission. OK, Hugo, c'est bon, on se voit tantôt. On a trouvé nos chasseurs de reliques, Skidoo. Jeff, Hugo, merci d'avoir accepté l'invitation du Musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier. Je suis vraiment content de vous avoir avec moi aujourd'hui. On se trouve dans la réserve du sous-sol du musée, un endroit où il y a vraiment très peu de gens qui ont accès. C'est vraiment un privilège là, que vous avez aujourd'hui avec moi. Puis ça fait même une couple d'années là, que je vous regarde, que je vous suis, je regarde vos projets, tout ça. Puis l'année passée, j'ai tombé sur un de vos projets de restauration de véhicules. Pouvez-vous m'en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est un projet que moi et Jean-François, on voulait faire. En fait, c'est une compétition amicale. Ouais. On avait trouvé 2 motoneiges. Un Blizzard 2005 1980. Toi, Jean-François, t'avais... Moi, c'était un MXZ 1995. Puis c'est important de mentionner que, c'est une compétition amicale, mais dans le but d'un concours, dans le fond, de faire tirer à des clubs de motoneigistes les 2 motoneiges pour qu'ils puissent les préserver.
Donc, on a voulu avoir ces 2 motoneiges-là pour faire des compétitions sur la neige, mais ce qu'on voulait au tout début, c'est de pouvoir montrer aux amateurs, les gens qui tripent sur les motoneiges, qui font des rebuilds, toutes les étapes de ces rebuilds-là. On a été chercher un donneur, on a peinturé tout le devant, donc sandblast, peinturé tout le gros kit, on a remis ça ensemble. Tu sais, ça a été toute une aventure. Mais nous, on en fait, mais vous aussi, au musée, vous devez passer par là aussi, Raphaël? Nous, ici, là, effectivement, au musée, là, on a à peu près 120 véhicules de collection là, qui touchent la grande histoire de Bombardier, si on veut. On a plusieurs véhicules qui étaient restaurés, parce qu'à l'époque, on restaurait vraiment l'entièreté des véhicules pour les remettre un peu à l'état showroom, comme on dit. Puis nous, des fois, ça nous arrive d'avoir des véhicules, justement, qui nous manquent des pièces ici et là. Des fois, on acquiert le véhicule, il a été stabilisé, mais on ne le restaure pas. Puis, par exemple, on a un Mach 1 de 1999 qui manque un moteur dedans. Est-ce qu'on connaissait les Mach 1? Okay, oui, ça, c'est nos années. Vous êtes vraiment des experts des Mac, si je me trompe pas. Ouais. Puis justement, j'avais une mission, moi, pour vous. Ce fameux moteur-là qui me manque, le 699 Rotax, là, c'est vraiment une pièce que j'aimerais ici avoir pour compléter le véhicule là, qu'on a en question. Là. OK. Ils ont mis... Eh boy, il manque tout. Faut trouver un donneur, pour vrai. Il manque tout l'intérieur. Tout. Il manque des reins, des poumons. Oui, ben oui. Il manque le cœur, le cerveau. Le cœur. 3800. Ouais. C'est quoi ça? F3800. Et Mach 1. F3800, ouais. Comment c'est que ça? En fait, on a appris que Raphaël nous surveillait depuis un certain temps, cet automne, avec toutes les démarches pour les mordus de l'hiver. Donc, quand il nous a appelés, c'est là qu'il nous a dit, regarde, on vous a référé à nous, mais je vous checkais quand même depuis un certain temps. Moi, je suis allé rencontrer vraiment Jean-François puis Hugo directement dans leur atelier parce qu'effectivement, je le savais que c'était 2 passionnés vraiment de motoneige skidoo. Là. Surtout les modèles de course là, que nous, on cherche un peu là, puis qu'on a besoin un peu plus d'informations. Là, tout ça, c'est emboîté là, un dans l'autre, si on veut. Nous, la différence avec les musées dits de compagnie, si on pense à Ford, on pense à Lamborghini, à Harley-Davidson, c'est souvent que ces musées-là sont gérés directement par la compagnie. Tandis que nous, ici, on est totalement indépendant de la compagnie BRP ou Bombardier. On est vraiment en dessous d'une fondation privée. Donc, c'est la fondation J. Armand Bombardier, là, qui a été constituée en 1965 pour perpétuer les œuvres humanitaires de Joseph Armand Bombardier. Tu sais, nous autres, on est là pour plusieurs raisons. Moi, je suis un passionné, puis, tu sais, de faire partie de l'émission, ça nous permet d'avoir accès à certaines choses qui n'est pas accessible à monsieur tout le monde. Fait que moi, c'est pour un gros bonus. Puis l'autre chose, j'aime ça et je veux garder un petit peu l'héritage aussi là, de la motoneige au Québec, parce que la motoneige, ça vient d'ici. C'est tout ça combiné ensemble que quand il y a quelque chose à aller voir, quand il y a quelque chose à faire des recherches, des sujets à traiter, nous autres, écoute, moi, je suis le premier, je suis super content là, d'amener un petit quelque chose de plus, si je peux le faire, d'amener un petit quelque chose supplémentaire avec les connaissances qu'on a déjà là, au niveau de la motoneige. Juste pour avoir l'ampleur là, des recherches qu'on doit faire, c'est seulement le moteur où il y a les tuyaux d'échappement, les carburateurs, ou c'est un moteur seulement qui... C'est justement pour ça que je fais appel à vous aujourd'hui. C'est parce que vous êtes vraiment les 2 experts de ces types de véhicules-là. On va trouver ça. Oui. Merci, puis bon succès. Merci d'avoir été des nôtres, tout le monde. La semaine prochaine, à l'émission, on reçoit nos amis du Nouveau-Brunswick qui vont nous faire découvrir leur terrain de jeu.